Alex, je te propose qu'on fasse un truc, 0 à 100, bon là on peut pas ici, donc on va faire un 0,80 km/h. 0,80. Prêt? Vas-y. C'est impressionnant. Ou pas. Bonjour à tous, nouvel essai de voiture électrique, toujours avec Alexandre Lenoir. Salut Driss. Alors aujourd'hui Alex, on a une voiture plutôt à part, hein. Pour le coup c'est la première voiture électrique de Mazda. Mazda donc qui fait son entrée sur le marché de l'électrique avec cette MX-30. Bon, de l'avant, de toute manière, on sait clairement que c'est une Mazda, Alex. Ah bah carrément, on a cette calandre qui est aujourd'hui très caractéristique des SUV Mazda et même de la série 3 d'ailleurs, avec cette calandre à double étage là, très creusée à l'intérieur. Alors c'est marrant parce qu'ils ont gardé une calandre aérée, ce qui n'est pas forcément nécessaire sur un véhicule électrique. Donc voilà, l'identité, on ne peut pas la louper, c'est bien une Mazda. Voilà, ouais, les identités du SUV, elles sont clairement assumées. On a des passages de roues en plastique, des bas de caisse en plastique et idem à l'arrière, avec malgré tout une ligne qui est très coupée, mais on a cette chose qui est assez étonnante, qui est donc ce passage de roue énorme derrière. Là c'est quand même une roue de 18 pouces, ça n'a pas l'air comme ça, on aurait presque l'impression de voir une roue de 13 pouces sur une voiture normale. Non, c'est quand même une jante de 18 pouces, et vous voyez, on a encore presque 10-15 cm entre le haut du pneu et le bas de l'arche là. Ça c'est plutôt étonnant. À l'arrière, toujours la signature lumineuse, pardon. Bah voilà, avec des petits feux ronds, et puis quelque chose qui s'étend vraiment sur la largeur là comme ça. C'est plutôt agréable à regarder, hein. Bon, en tout cas ça ressemble à aucun autre SUV, alors ça c'est plutôt sympa. On va aller voir ce qui se passe dans le coffre. Bon, alors c'est une voiture électrique, donc le coffre comme d'habitude sur ce genre de véhicule il est quand même un petit peu plus petit que dans la catégorie. On a 366 litres de stockage. Alors il y a des petites astuces évidemment, hein. On peut aller chercher un petit coffre en dessous pour ranger ses câbles ou un peu de matériel. On peut également rabattre la banquette, là on a un peu plus de 1000 litres de capacité. Mais voilà, le coffre de tous les jours on va dire c'est ça. On met 3 valises et c'est plein. Mais bon, c'est pas une voiture pour partir en vacances, on vous expliquera pourquoi après. On va revenir sur le profil parce que là il y a quelque chose de très caractéristique. C'est une 4 places, ouais. C'est une 5 portes. C'est une 5 portes. Et pourtant, et effectivement, si je me trompe, je vois qu'une poignée. Alors tu vois qu'une poignée, et puis alors elles sont pas cachées dans les montants, hein, comme souvent c'est le cas. Non, alors là c'est une porte qu'on appelle antagoniste ou porte suicide. Il faut ouvrir la porte avant pour pouvoir ouvrir la porte arrière. Et là, on découvre donc l'habitacle. Alors ce genre de porte, c'est quand même assez peu courant. On voit ce type de disposition sans pilier central, ça c'est plutôt élégant. Typiquement sur des pick-up, hein, Mitsubishi par exemple on a. Mini aussi fait une voiture avec des portes comme ça, mais ça reste quand même assez exceptionnel, assez peu banal sur le marché automobile. Donc là, ce qui est clair, c'est que là, je ne passe pas, hein. Donc Mazda a quand même prévu le coup. On peut rabattre la banquette, avancer le siège éventuellement. Là, je peux m'asseoir. Si moi, je rabats, voilà, je suis en place. Honnêtement, c'est pas inconfortable. Niveau garde-toit. Niveau garde-toit, c'est très correct. La place aux jambes n'est pas exceptionnelle. Mais c'est pas inconfortable. En revanche, t'es complètement goncé, hein, non, mais c'est surtout que voilà, là pour voir le paysage, j'ai une fenêtre qui fait allez 25-30 cm de diagonale, une petite meurtrière derrière. Ouais, faut pas être claustro. Honnêtement, faut pas être claustro. Alors, une fois que je suis là, j'ai un problème. C'est que si toi tu conduis et que la porte est fermée, moi je peux pas descendre. Et ça, c'est quand même pas terrible. Je peux pas descendre, il faut que tu sors de la voiture, que tu ouvres la porte pour pouvoir ouvrir la deuxième. Là on a une contre-porte donc avec effectivement bon les plastiques, ça reste quelque chose d'assez dur, mais avec un effet cuir. Voilà, un effet cuir de surpiqûre, un petit passepoil. Et puis ça, c'est un plastique qui est recouvert d'une espèce de fibre qui imite un peu le tissu. Donc c'est un petit gris chiné, ça rappellerait presque la Hyundai, hein. Ce petit gris chiné là, ça donne une ambiance un petit peu club, un petit peu lounge à la voiture. Et puis là on a des accoudoirs qui pour le coup sont rembourrés de façon assez généreuse. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt agréable. Et à nouveau ce petit rappel là, alors, une espèce de
d'alliance de matériaux qui est là aussi plutôt intéressante parce que c'est quand même assez rare de multiplier comme ça les coloris, les teintes et puis même les matériaux. Et à la fin, ça donne quelque chose qui est plutôt agréable à l'œil. Ouais, ça rappelle aussi ce qui est déjà sur la Mazda 3, sur le CX-3, cette espèce de ligne avec les aérateurs intégrés. C'est fin en fait, c'est ça, c'est ce qui caractérise un peu ce design, c'est la finesse. Moi je trouve ça très très élégant, c'est posé, ça rivalise avec ce que peut faire Audi, hein, franchement, hein. Même si on est quand même dans du plastique, ça reste quand même plutôt très qualitatif d'aspect. C'est jamais très pratique d'aller chercher quelque chose ici, mais néanmoins, si c'est je sais pas, des papiers, un stylo, n'importe quoi, ou même son smartphone, on le dépose là, on l'oublie. Alors c'est vrai que ça a quand même un petit défaut, c'est pour accéder à la prise USB quand on est conducteur, il faut quand même avoir prévu le coup avant, il faut avoir pré-câblé, voilà, faut laisser le câble, et si on pose le téléphone là, faut pas en avoir besoin. Bon, de toute façon, c'est toujours conseillé de ne pas l'utiliser en conduisant. C'est quoi ce matériau, Alex? Alors ça, c'est du liège. Du vrai ou du faux? Alors c'est du vrai. Alors Mazda nous expliquait, c'est un petit clin d'œil. Mazda fête ses 100 ans cette année, et il faut savoir que Mazda, au début de son histoire, fabriquait des panneaux de liège et des bouchons en liège. Et donc ils se sont dit, bah voilà, on va faire un petit rappel de nos origines avec ce liège. Et c'est du vrai liège. Là encore, c'est très original. Moi personnellement, j'avais jamais vu de panneaux de liège dans un véhicule. Donc là, on a un écran pour les fonctions de confort. Pour la première fois, c'est un écran tactile. Voilà. Donc on va gérer tout ce qui est climatisation, chauffage à partir de cet écran. Tu as un retour de force ou rien du tout? Il n'y a pas de retour de force. Non, ça c'est vrai que c'est peut-être un petit oubli parce que c'est toujours intéressant de savoir qu'on a vraiment validé. Mais bon. Là, tu as la confirmation sonore. Il y a la confirmation sonore, exactement. Et puis effectivement, bon, il y a toujours le rappel de ce qu'on a effectué ici. Voilà, c'est une climatisation monozone a priori, puisqu'on a la commande de ventilation ici, la commande de clim là. On va aller sur l'écran d'infodivertissement là-haut. Donc là, pour le coup, on est en terrain connu, hein. On reconnaît ce qu'il y avait notamment sur la Mazda 3. Voilà. Alors celui-ci, bon, il n'est pas tactile. En même temps, je trouve qu'il est éloigné. Donc il est éloigné, donc il vaut effectivement mieux pas qu'il soit tactile, parce que quand on conduit et qu'on va chercher les informations là-haut, c'est mieux de ne pas avoir à appuyer dessus. Et on a un troisième écran qui se trouve là en face de toi. Voilà, donc là c'est le porte-instrument. Bon, il est finalement de disposition assez classique. Alors on se croirait sur une thermique. Hein. On se croirait sur une thermique, absolument. Si ce n'est qu'effectivement on a l'indicateur de charge ou de puissance qui est caractéristique ici à gauche. Et donc le volant, qui pour le coup, alors là on a la dose de boutons. Ouais, ça pour le coup c'est très japonais. Il y a des boutons absolument partout, pour le téléphone, pour la sono, pour le régulateur de vitesse, le limiteur, etc. Le défilement des informations de conduite ici, voilà, vous voyez. Il y a pas forcément d'option de personnalisation, hein. Ça reste assez classique, mais bon, c'est complet, on a l'info qu'il faut sous les yeux. Et il y a également un HUD, je sais pas si on le voit bien, mais il y a un petit HUD qui va lui rappeler le dernier panneau de vitesse maximum autorisée, la navigation quand on met le GPS, la vitesse évidemment. Alors il y a une chose particulière dans cette voiture, c'est que d'emblée Mazda nous a dit c'est une voiture, c'est la deuxième voiture du foyer. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait Mazda fait beaucoup de compromis sur cette voiture, et le premier des compromis c'est l'autonomie. C'est une voiture qui a une petite batterie pour un véhicule de 100% électrique, hein. 35,5 kW. Voilà, donc ça lui confère, on va dire, 200 km d'autonomie. Si on est prudent, on peut faire un peu plus, mais voilà, il faut compter sur 200, et si on roule de façon dynamique, c'est même moins que ça. C'est une voiture qui est taillée pour la ville. C'est ça, la ville, le périurbain. Donc typiquement là où on est en train de rouler, c'est-à-dire entre deux villes, pour faire des parcours de liaison, pour aller chercher ses enfants à l'école, pour aller faire des courses. Enfin voilà, c'est la voiture pour se promener un peu dans la campagne. C'est presque là qu'elle est bien, cette voiture. Avantage, c'est qu'elle ne pèse que 300 kg, donc la voiture est un peu plus légère, ce qui voudra donc dire qu'elle est un peu plus dynamique. Mais il y a aussi un autre avantage, c'est qu'elle sera plus rapide à recharger. Exactement. Il faut une grosse trentaine de minutes pour faire un 20-80, c'est-à-dire partir de 20% et terminer à 80% de charge. Donc c'est plutôt confortable quand on est en présence d'un chargeur. Ça accepte 50 kW. Voilà, j'allais le préciser, hein, d'autant plus parce que d'autres véhicules avec des grosses batteries mettent le même temps. Pour autant, c'est sur des chargeurs de 100 kW. Voilà, et les 100 kW, il faut les trouver, il n'y en a pas partout.
50 kW, c'est un petit peu plus facile à trouver, notamment sur dans quelques stations-service ou sur le réseau secondaire. Mais c'est vrai que 50 kW, même déjà ça, on n'en trouve pas partout. Souvent dans les campagnes, dans les villes, on est sur des bornes de 22 kg. Hein, donc, ouais, maxi. Et justement, c'est là que c'est important, c'est que Mazda fournit la voiture avec son chargeur embarqué triphasé. Ça permet donc effectivement de recharger plus vite sur toutes les bornes qui sont disponibles en agglomération. Et on te fournit aussi, c'est bon, le petit détail quand même qui a son importance, ils fournissent le câble avec la voiture. C'est vrai, c'est pas toujours le cas, donc ça c'est un petit plus, hein, faut pas s'en priver. Hein. Alors j'en profite, toi qui es au volant, quel est ton ressenti au volant de cette Mazda MX-30? En fait c'est une voiture, on a l'impression qu'elle a plusieurs comportements différents, parce que là tu vois on est sur de la petite route, un petit peu bosselée, et la voiture nous fait sentir que c'est bosselé. En revanche, c'est une voiture qui, on l'a dit, parce qu'elle est un peu plus légère que beaucoup de véhicules électriques, a quand même un vrai dynamisme. Surtout pour cette taille. Hein, ouais, il y a un vrai dynamisme quand on adopte une conduite un petit peu, on va dire, plus sportive, même si c'est pas du tout un véhicule sportif. Il y a un système de vectoring de couple hein, qui permet de répartir le couple sur les essieux avant-arrière, ce qui permet d'engager la voiture en virage de façon aussi également un peu plus dynamique. Donc tout ça fait que honnêtement, c'est une voiture qui est agréable à conduire. Voilà. Et en plus de ça, donc on a un système de mode de conduite qui se pilote depuis les palettes au volant. Alors, on pilote soit la régénération, soit, on va dire, l'accélération. Et là, c'est pareil, on est sur quelque chose qui est assez marqué en différence. Là, je suis en mode neutre, mais si je lâche un petit peu les watts, j'ai envie de dire, ça va se sentir tout de suite sur l'accélérateur. Si je passe en mode régénératif, la voiture va accélérer beaucoup moins fort et en revanche va freiner beaucoup plus fort. Écoute, je pense qu'il ne reste plus qu'une chose dont on n'a pas encore parlé au sujet de cette Mazda MX-30, c'est le budget. Combien il coûte? Alors les prix, c'est grosso modo un petit peu moins de 34 000 € pour le tarif de départ. Avant bonus. Hein. Avant bonus. Alors 7 000 € jusqu'au 31 décembre. Voilà, le bonus, ça va varier en fonction des années. Donc là, si on l'achète avant la fin 2020, c'est 7 000 €. Ce sera 6 000 € l'année prochaine. Ce sera probablement encore moins après, jusqu'à ce que ça se réduise. Mais bon, on n'en est pas là. Donc je disais un peu moins de 34 000 € pour le modèle de départ. Jusqu'à autour de 38 000 € pour la version, on va dire, haut de gamme. La différence, c'est uniquement sur l'équipement, la peinture, etc. Moteur et batterie, là, ce couple-là, il est immuable, quelles que soient les versions. Donc voilà. Si vous voulez acheter une voiture pour, je sais pas, votre société ou pour vous, il n'y aura pas de différence d'autonomie ou de batterie. Hein.